Alors, je l'ai annoncé depuis le tout début de cette émission comme professeur. Il est juriste, il est coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Monsieur Oscar Moubiaï est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors avec vous, tel que je l'ai annoncé, on va parler de cette opération, consultation initiée par le président de la République, placée entre les mains de son conseiller spécial en matière de sécurité. C'est inédit, hein, je l'ai dit, jamais on a eu affaire à un tel exercice confié à une telle personne. Bon, déjà, merci pour votre invitation et je tiens à préciser également que, bon, je vois qu'on m'appelle par beaucoup plus de gens professeur. Moi, je ne suis pas professeur. Je suis que avocat, juriste et coordonnateur de l'État de droit en marche. Ça, c'est le péché de la production. La production vous a attribué le rôle de professeur. Je vois partout, quand je passe, on me dit professeur. Bon, je sais bien. Bon, voilà, là n'était pas de souci. Je voulais quand même, par honnêteté scientifique, préciser cela. Ceci dit, par rapport à la désignation de monsieur le conseiller spécial du chef de l'État pour les négociations en cours, ça peut être aussi dû au fait que nous sommes à un moment particulier où notre pays est agressé et à partir de là, le conseil spécial en matière de sécurité est la personne la mieux indiquée pour pouvoir savoir quels est les gens qui quelle sensibilité il faut toucher. Bon, sensibilité, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui il faut parler pour composer un gouvernement en termes de sensibilité. Ni encore moins, c'est pour ça que j'étais en train de me battre pour le changement de la Constitution, ni encore moins en tenant compte de ce que l'on appelle le poids politique. Poids politique, espace culturel, linguistique, non. Tout ça sont des critères qui ont été inutilement fabriqués. Ce qui nous compte aujourd'hui, c'est que le chef de l'État puisse sortir de tout cela et puisse prendre comme seul critère la compétence en tenant compte du moment quelles sont les femmes et hommes les mieux adaptés à pouvoir composer une équipe comme le thème l'indique, c'est l'équipe. Et l'équipe, on donne les pénalités à celui qui peut faire gagner la nation. Effectivement. Mais si vous allez entrer dans vos histoires d'ordre politique, quand je dis vous, pas vous, je parle. Non, bien évidemment. Donc, si on va entrer dans les histoires pour savoir quelle est la qui a le plus de députés Non, aujourd'hui nous sommes un pays agressé et pendant ce temps d'ailleurs, moi j'aurais bien souhaité que même la Constitution elle-même soit suspendue pendant les temps de guerre à régime exceptionnel, situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Effectivement, mais là vous êtes en train de justifier cette démarche et vos arguments sont bons. Mais il y a encore beaucoup de critiques en fait. Il y a des gens qui disent même le profil des gens reçus par le conseil spécial en matière de chef d'État. On a l'impression qu'on est en train de revivre ce qui vient de se passer à Hilton à peine l'année passée ici. Augustin Kabouya a fait le même exercice. C'est lui qui vient d'être encore reçu par Eberhard Kolongele. On dit pour apprendre quoi qu'il n'y avait pas déjà. Parce que Augustin Kabouya a noté tout ce que ces gens-là venaient lui dire déjà à l'époque, le profil de telle ou telle autre personne. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pourquoi ne pas utiliser, afin de gagner le temps, vu qu'on est en situation d'urgence, utiliser les mêmes informations déjà en possession du président de la République pour agir vite? Pourquoi consulter encore? Bon, écoutez, moi je pense que le président de la République a estimé qu'il était utile de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale. C'est de son pouvoir discrétionnaire, mais je n'aimerais pas que le président de la République retombe dans les mêmes travers que l'on connaît depuis notre indépendance, où on parle de gouvernement de salut public, gouvernement d'union nationale. Non, ce n'est pas parce que y a une crise qu'on puisse résoudre cette crise par la formation du gouvernement et que l'on puisse dire qu'en prenant les gens d'une tendance ou une autre, que les rebelles vont entendre. Je crois que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que le président de la République puisse former une équipe technique par rapport à la situation du moment, en sortant de ces travers du passé, avec les mêmes personnes que l'on connaît,
les mêmes figures connues par rapport à ce qu'on appelle autorité morale, figure emblématique. Je crois que tout ça, ce n'est pas utile. Retour sur le passé, nous n'avons jamais vu les gouvernements au Congo, on dit salut public, ça n'a jamais apporté le salut. L'unité nationale ne passe pas par des individus qui sont nommés. Non, l'unité nationale, c'était de vouloir vivre ensemble et un sentiment patriotique. Et aujourd'hui, face à la guerre, je pense qu'il y a lieu que nous soyons soudés au gouvernement ou en dehors du gouvernement, comme un seul homme derrière le chef de l'État pour bouter l'ennemi dehors. Et donc, on a besoin beaucoup plus du savoir-faire que des critères liés à des hommes. À des personnes. À des personnes. Il y a le fait aussi, parce que le président de la République lui-même, lorsqu'il a pris cette décision, c'était le 22 février, si ma mémoire est bonne, en face de sa grande majorité parlementaire, il a dit « Nous allons ouvrir l'espace pour accueillir d'autres personnes afin de former un gouvernement d'union nationale. » Par accueillir d'autres personnes, on a cru qu'il s'agissait de l'opposition notamment. Et d'ailleurs, en débutant ces consultations, le directeur de cabinet du Conseil spécial a dit qu'il y aurait de la place, il y a de la place pour entendre aussi l'opposition. Mais les consultations débutaient depuis plus de 2 semaines aujourd'hui. Aucun grand opposant de taille ne s'est présenté. Pratiquement tous continuent de boycotter. Est-ce que ça en vaut la peine de continuer l'exercice ou plutôt il faudrait continuer avec ce gouvernement, lui donner de nouvelles injonctions, directives pour avancer afin de gagner le temps, comme je le dis? Bon, moi je pense qu'en ce moment-ci, le chef de l'État est dans la bonne direction et dans son bon rôle et il doit davantage se montrer comme le meneur des troupes, comme un chef de guerre. Alors, à côté de ça, il doit se choisir les gens qui peuvent mieux l'accompagner. Je ne pense pas que pour être accompagné, on a besoin de ce que vous appelez grands opposants. Et l'expérience nous a démontré avant les élections qu'il n'y avait pas de grands opposants parce que cette opposition est l'opposition au sens noble du terme où on est opposant que par chercher l'accès au pouvoir. C'est quoi l'opposition au sens noble du terme selon vous? L'opposition au sens noble du terme, c'est une opposition constructive qui pourra être une alternative pour diriger le pays. Au sens noble du terme, quand il y a guerre, quand la nation est agressée, l'on cesse d'être opposant, on devient un homme d'État. Ça veut dire qu'on enterre les divergences. On peut le voir, nous ne sommes pas le seul pays et nous ne sommes pas... On n'évolue pas comme dans une île ou comme vase clos. Quand vous prenez l'expérience ailleurs, face aux actes terroristes, vous allez voir que même les gens de l'extrême droite qui ne partagent pas des mêmes convictions que ce que l'on appelle dénoncent et soutiennent la République, ils viennent automatiquement. Or, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe chez nous, c'est que l'on profite de la crise. Et parfois, on est même content de la crise pour que cela permette par un forçage à l'ouverture politique et permettre d'accès au pouvoir. Ce que vous dites là est intéressant parce que il y a quelques années, 7-8 ans, c'est l'UDPS qui aujourd'hui au pouvoir était à l'opposition. Et en ce moment-là, des crises sécuritaires, il n'en manquait pas. Mais est-ce que l'UDPS s'est comporté comme l'extrême droite en France ou bien se réjouissait aussi pour entrer et profiter du partage du gâteau de forçage, comme vous l'avez dit? Bon, nous avons un souvenir dans ce pays, alors que M. Étienne Tshisekedi était au sommet de sa gloire par rapport à être un opposant emblématique. Alors que Mobutu était affaibli, on a vu aller au niveau de Nice, à l'hôpital, les consoler. À titre privé.
Non, pas à titre privé. Ok. C'était comme un opposant qui allait consoler un président de la République qui était en situation difficile. Voilà ce que l'on appelle homme d'État. Et donc, prenons, parce qu'on chante partout, on veut que la communauté internationale nous regarde comme l'Ukraine. Mais est-ce que notre comportement est comme celui des Ukrainiens? Est-ce que vous entendez parler de l'opposition en Ukraine pendant ce temps contre le président ukrainien? Tout le monde, femmes, hommes, tout le monde est là derrière le président ukrainien contre un grand, la Russie, et il résiste. Mais chez nous, moindre crise, c'est une occasion de dire, puisqu'il y a crise, profitons-en pour qu'on accède au pouvoir et qu'on ouvre et qu'on fasse ce que l'on appelle le gouvernement d'union nationale, le gouvernement de salut public, comme si les rebelles entendaient les discours de dire que quand il y a un gouvernement d'union nationale, nous allons cesser le feu. Alors les rebelles, eux, par contre, il n'y a aucune chance de le voir dans les bureaux de Eberhard Kolongele, mais ils ont quand même reçu une autre délégation qui serait mandatée par le président de la République, à savoir les évêques de Senko et SCC, qui sont en ce moment, en même temps qu'Eberhard Kolongele, en train de mener une démarche parallèle qui devrait aussi aboutir peut-être à une autre équipe. Quel commentaire vous avez par rapport à cet exercice? Bon, heureusement que vous parlez vous-même, journaliste les mieux informés, au conditionnel. Donc c'est que je n'ai pas cette information que le président a mandaté les évêques. Et en même temps, les évêques, je ne crois pas. Moi-même, je suis catholique et j'étais ancien séminariste. Mais je suis désolé de considérer que dans notre pays, celui qui est en vedette, donc l'évêque Cholet, ou l'abbé, a perdu toute en crédibilité. Donc je ne pense pas que ce soit les bonnes personnes pouvant dire aujourd'hui qu'ils vont prêcher la paix aux rebelles. D'autant plus qu'ils seront servis d'un discours du genre que quand il y a frustration, on peut prendre les armes. Donc ils ont justifié même la rébellion. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudra qu'on fasse preuve de sévérité par Monsieur le Président de la République. Il faudra que le peuple congolais comprenne qu'il ne faut pas ouvrir l'oreille au discours des politiciens qui vont leur dire qu'ils vont vivre heureux demain, c'est que le bonheur demain, qu'eux vivent aujourd'hui, ou qu'avec eux, seulement qu'avec eux, qu'il y aura la paix. Non, la paix n'est pas un problème des politiciens. La paix, ce n'est pas un problème des gouvernements. La paix, c'était d'abord un problème du peuple. Et quand le peuple est uni, on dit qu'il n'y a aucune arme qui soit plus forte que le peuple. Maintenant, l'équipe technique que le président de la République peut composer, si ça ne tient qu'au visage des uns et des autres, ça n'apportera rien. Par contre, si l'on tient compte dans chaque domaine, dans chaque ministère, si l'on tient compte de l'expertise, en ce moment-là, on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si on va prendre les gens, comme notre constitution le dit, en tenant compte de leur espace linguistique, ce n'est pas parce que vous avez pris un monsieur qui est de Maniema que tout le monde de Maniema va dire que nous nous retrouvons à travers. Donc je crois que cette approche où l'on pense que les gens doivent se retrouver à travers le ministre de leur territoire, c'est une approche malheureuse dans laquelle nous devons sortir, parce que quand on est ministre pas de son coin, mais on est ministre de l'État. C'est pour ça, à l'époque, on disait commissaire d'État. Commissaire, ça commis à envoyer de l'État. Mais ici, au lieu d'être envoyé de l'État, davantage, on est en train de mettre en place qu'on doit être envoyé d'un coin. Et puisqu'on vient d'une province et que chaque province doit se retrouver, on dit alors unité nationale. Conséquence, c'est quoi? Nous aurons un gouvernement éléphantesque avec conséquence que ça devient budgétivore au lieu d'avoir une petite équipe resserrée
compte tenu de la crise, parce qu'en ce moment-ci, nous sommes en crise par rapport à la sécurité, ce qui nécessairement exige beaucoup de moyens pour soutenir nos FARDC. Mais si on va commencer à dire que l'union nationale signifie que chaque région soit retrouvée, nous en avons déjà 26, et avoir un gouvernement de 26 ministres, c'est déjà beaucoup. Alors, si vous allez mettre des vice-ministres, tout ça, vous allez trouver un gouvernement de 50 personnes, ce qui est budgétivore. Ce dont on a besoin, ce n'est pas 50 personnes en ce moment. Non, on n'a pas besoin de 50 personnes. On a besoin, comme je venais de le dire, que quand nous avons une occasion de tirer un pénalty, quand on est une équipe, on choisit les meilleurs d'entre nous. Il faudra qu'en ce moment-ci, comme on disait d'Alain Juppé par Chirac, que en ce moment-ci, nous devons voir au gouvernement les meilleurs d'entre nous. Si la société congolaise se retrouve à travers les ministres qui forment le gouvernement comme étant les meilleurs d'entre nous, nous gagnerons. Mais si on retrouve ceux qui forment le gouvernement comme étant les nôtres par rapport à notre ethnie, notre village, là, nous sommes très loin d'en sortir et que ce n'est pas dans la bonne direction. Aussi, cela c'est envoyer un mauvais message parce que les gens du M23, les rebelles, pour qui d'ailleurs moi je prône la loi sur cette situation pour dire qu'on puisse retirer la nationalité tout en respectant le principe de ne pas faire des apatrides à toute personne qui prend l'arme contre ses compatriotes. Alors, si nous allons commencer à dire qu'on forme un gouvernement par rapport aux critères liés de l'espace linguistique, culturel et consorts, mais c'est pour ça que les rebelles disent, ils vont vous dire, mais nous on est en rébellion parce que nous ne nous retrouvons pas. Vous voyez qu'avec ces critères-là, d'abord, ça alimente la rébellion, ça frustre les gens, et on n'en sortira pas et on n'arrivera pas à la cohésion nationale. Je suis curieux de savoir quelles pourraient être les urgences de ce gouvernement. Quand ce gouvernement sera installé et qu'il posera tel ou tel autre acte, vous direz, ah eh bien, on a fait le bon choix, selon vous. Mais les urgences, c'est mettre fin à la guerre. Non, on met de côté le social, les infrastructures, on arrête d'abord tout, on arrête de construire les hôpitaux, les écoles, les routes, on arrive d'abord à vaincre l'ennemi. C'est bien ce qu'on doit comprendre. Sans la paix, il n'y a pas d'hôpitaux, sans la paix, il n'y a pas d'école, sans la paix, vous pouvez construire des bons hôpitaux, vous pouvez construire les bonnes écoles et les belles routes. Quand les âmes crépitent, il n'y a personne qui circule sur la route. Et donc, quand il y a la guerre, la priorité des priorités, c'est la paix. Et la paix passe, comme on le dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, nous devons préparer la guerre. Mais il y a un auteur qui a dit, il ne faut pas seulement dire de préparer la guerre, il faut connaître la guerre. Et aujourd'hui, le gouvernement qui pourra arriver, nous avons nos vaillants militaires qu'il faut soutenir, accompagner. Et aussi, nous étions un pays, avant que l'AFDEL n'arrive, qu'on respectait en Afrique. Les petits Rwandais ne pouvaient pas soulever son petit doigt parce qu'à la seconde, l'armée congolaise marchait sur le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons ces ex-phases-là qui ont fait des grandes écoles, sont allés où on peut le retrouver, même s'ils sont vieillissants. Pour ceux qui ont pris de l'âge, ils peuvent apporter l'accompagnement au plan d'encadrement et de formation. Nous sommes une population jeune et nous sommes comme pays, le facteur humain est le plus important. Nous sommes, je ne sais pas combien de fois que le Rwanda. C'est aujourd'hui ridicule de pouvoir considérer et constater que nous avons un petit pays qui, depuis 30 ans, marche sur nous. Bon, malheureusement, c'est parce qu'il n'y avait pas encore un président capable de s'élever et de dire non. Maintenant, nous avons un président capable de désigner l'ennemi, qui est connu de tout le monde, et c'est répété sur la bouche de tout le monde que notre ennemi, c'est M. Kagame. Et donc, il faut continuer dans cette lancée, parce que nous avons trouvé un leader qui a désigné l'ennemi. Une fois l'ennemi identifié, en ce moment-là, la priorité du gouvernement, ce sera de deux ordres. Au plan militaire, répondre, feu contre feu,
et au même temps maintenir au plan diplomatique que la communauté internationale commence à se mettre du bon côté de l'histoire, parce que sous la victimisation du Rwanda, la communauté internationale était du côté du Rwanda, et aujourd'hui... En côté diplomatie, en tout cas, il y a beaucoup à applaudir, mais pour revenir sur le volet militaire, une armée, ça ne se forme pas en 3 mois, 6 mois. Même toutes les personnes qu'on est en train de recruter, les jeunes qui sont en train de s'enrôler, c'est peut-être pas eux qui vont gagner cette guerre. C'est peut-être pour les prochaines guerres. Mosé avait dit la guerre sera longue et populaire. Quand on commence la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finit. Donc aujourd'hui, nous avons des militaires, comme je le disais, qui sont là. Nous avons les recours à nos ex-phases qui ont été injustement chassés de l'armée. Et donc, à partir de là, nous avons une jeunesse, mais au-delà de ça, nous devons avoir un gouvernement qui dote du budget à l'armée, et à l'armée, on doit donner à des bonnes personnes qui vont aller acheter les armes et non pas aller surfacturer. Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu du désordre. Non, je ne suis pas là pour reconnaître quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Moi, je constate, et vous m'appelez comme citoyen, je suis état de droit en marche. Pour qu'il y ait état de droit, il faut qu'il y ait la paix. Sans paix, il n'y a pas d'état de droit. Et en même temps, en tant qu'état de droit, il est temps, j'en appelle à mes confrères d'origine congolaise qui sont en Europe, aux États-Unis, où ce sont des pays de décideurs, pour que nous commencions à pouvoir porter les actions comme avocats contre les rebelles pour des crimes de guerre et génocide. Bon, il y a 2 jours, nous étions là pour commémorer le génocide congolais. Jusqu'à aujourd'hui, au plan international, là, c'était la table ronde. Hein. Je crois que la date de commémoration, c'est le 2 août. Hein. Voilà. C'est une table ronde, justement, parce qu'il faut que l'on reconnaisse quand même ce qui se passe. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, on parle de plus ou moins plus de 10 millions de morts. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à chiffrer. Tout part de là. Il faudrait qu'on sache exactement combien de personnes. Il ne faudrait pas qu'on change de chiffre à tout moment. Mais quand on dit 10 millions de morts... Dit 100 millions, 6 millions, 10 millions, ou bien quand on dit millions. 6 millions. Vous savez, quand on dit 6 millions, ça voudrait dire qu'on a déjà décimé tous les pays comme Rwanda. Parce que Rwanda, c'est combien de... Beaucoup moins. C'est beaucoup moins. En démographie, donc beaucoup moins. Donc aujourd'hui, jusqu'à combien de litres de sang que doit boire plutôt M. Kagame pour qu'il s'assouvisse du sang des Congolais et des Congolaises. À combien de femmes et filles qu'il faut, n'est-ce pas, arriver à violer. Je crois que l'hôpital du docteur Mukwege aujourd'hui n'a plus d'espace pour recevoir. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on ne parle même pas de génocide congolais. Mais quand vous arrivez en Europe, on vous dit génocide rwandais. Donc je pense que les Congolaises et Congolais, nous devons nous mettre debout, arrêter de commencer à nous critiquer nous-mêmes, à faire l'opposition. Pendant la guerre, il n'y a pas d'opposition, mon frère. Merci. Pendant la guerre, on est unis, on parle de politique après la guerre. Maintenant, moi je ne suis pas décideur, je constate malheureusement qu'on reprend les vieilles recettes. Gouvernement d'union nationale, gouvernement de salut public. Je n'y crois pas. Que ce soit la bonne formule. Non. Merci beaucoup, Monsieur Oscar Moubiaï. Ce n'est pas professeur comme on l'avait annoncé au départ, mais plutôt juriste, avocat et coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Vous en appelez d'ailleurs à vos collègues, à vos frères congolais qui se trouvent partout à travers le monde de s'unir pour des actions, notamment dans le domaine juridique, pour pouvoir punir ceux qui trahissent la République démocratique du Congo. C'est votre contribution non négligeable au combat que mène le président de la République en ce moment avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour libérer notre pays. Merci beaucoup de votre contribution. Je vous remercie et je vais dire un petit mot, un dernier. Oui, allez-y. Que j'en appelle également nos compatriotes de la diaspora, parce que 1 euro pour sauver le Congo, c'est en même temps un geste qui ne pèse pas sur leur poche, mais ô combien important pour le Congo. Et au vu du nombre de diaspora, si nous nous y mettons 1 euro pour sauver le Congo et que ce fonds soit donné pour notre armée, je crois que ce sera un geste ô combien patriotique. Merci beaucoup, Monsieur Oscar Moubiaï. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était notre deuxième invité. Nous avions
Bien avant cela, M. Dieudonné Mouchagaloussa de la société civile qui parlait du drame avec la garde de la première ministre qui aurait donné la mort à un policier commis à la charge de la circulation routière. Il a présenté ses condoléances à la famille, à tous les policiers dits roulage, communément appelés roulage, et à toute la République après la disparition de KBA-CA. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Kinshasa Direct. Dans quelques minutes, pratiquement 2-3 minutes, vous aurez la grande édition du journal de 19h avec Joël I. Selona.